Ludivine Bantigny, bonjour. Bonjour. 1968, je vous le disais à l'instant, c'est un choc quand on lit votre livre, surtout quand on a vécu, disons, directement les événements. J'aimerais commencer par 67, parce que vous le signifiez fortement, et au travers du film de Chris Marker, qui est un film magnifique sur la condition ouvrière et sur la première grève donc, de la Rodiaceta. Oui, parce qu'évidemment, 1968, l'événement comme tel ne surgit pas telle une irruption dans un ciel serein. Ce qui était très important, c'était de montrer ce qui était structurel aussi dans les mois et les années qui ont précédé cet événement. On parle souvent de 30 glorieuses, mais aujourd'hui, on essaie de nuancer pour le moins cette expression parce que la période était quand même très rude. Il y avait de vrais problèmes de salaire qui étaient très bas, des conditions de travail qui étaient très rudes. La France était le pays d'Europe où on travaillait le plus longtemps en termes de durée hebdomadaire, 48 heures en moyenne. On avait aussi un problème structurel de logement en France, un problème aussi de population qui vivait sous le seuil de pauvreté, 1 million de personnes sous le seuil de pauvreté. Donc ça, c'est très important à rappeler pour comprendre justement cette irruption. Et comme vous le soulignez, en fait, le film de Chris Marker sur la Rodia et sur cette grève extraordinaire, parce que c'était la première vraiment depuis très longtemps, avec l'occupation de l'usine, avec aussi des aspirations qui étaient évidemment salariales, matérielles, sur les conditions de travail, mais aussi sur la notion de dignité, sur la notion d'émancipation, sur la notion aussi de respect de son propre travail, et donc la question de l'autogestion commençait aussi à se poser. Donc les ouvrières et ouvriers de la Rodiaceta ont ouvert la voie, si on peut dire, à de nouvelles pratiques de la mobilisation sociale. Et l'année 1967 a représenté vraiment une année de pic de grève qui indique que voilà, tout en 1968 n'a pas commencé uniquement dans le mouvement étudiant, mais que le mouvement étudiant lui-même s'est inspiré des luttes sociales et en particulier des grèves ouvrières des années précédentes et singulièrement de l'année 67. Ce qu'il y a de très beau dans le film de Marker, vous parlez de nouvelles pratiques sociales. On n'a pas attendu Jean-Paul Sartre pour monter sur un tonneau. Un des ouvriers parle justement qu'il a mis un certain temps à devenir le porte-parole de ses camarades et à monter sur un tonneau, une pratique qui sera après courante chez ses ouvriers. Oui, oui, parce que c'est le moment vraiment à la fois de la dignité, je le disais, mais du coup de la prise de parole. Bon, ça c'est une expression que Michel de Certeau a employée ensuite, mais vraiment se sentir légitime à s'exprimer pour des personnes qui précisément sont en général rejetées hors de la sphère publique, hors de la sphère de la parole publique. Et donc ça a été vraiment considérable, et le film de Chris Marker en rend compte avec beaucoup de force, je dirais d'émotion aussi, mais de grand respect pour cette parole ouvrière, pour cette parole qui tout à coup se sent partie prenante de l'histoire finalement. On est en train de faire l'histoire et on le mesure. On mesure que rien ne sera plus jamais comme avant. Et en effet, se projeter comme ça dans une prise de parole publique, là où habituellement on est inaudible et invisible, c'était considérable, surtout à l'époque. 68, vous dites, c'est le moment où le temps s'arrête. C'est à la fois, vous insistez beaucoup là-dessus, il y a une mosaïque de gens venus de toutes parts, des métiers très 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 différents, et vous avez eu la possibilité justement de consulter des archives qui vous ont fait remonter à la surface cette marqueterie sociale. Absolument. C'est vrai que les archives sont foisonnantes pour étudier cette période et cet événement tout particulièrement. Et en particulier les archives de police qui sont très riches quant aux arrestations, aux interpellations, et donc qui nous permettent aussi de démontrer que, y compris au tout début du mois de mai, les étudiants et étudiantes n'étaient pas seuls dans la mobilisation, qu'ils et elles avaient été rejoints aussi par des ouvrières, des ouvriers, des employés, des personnes qui travaillent dans la restauration, dans les services publics, etc. Donc c'est vrai que 1968, la grève qui commence à partir du 13 mai 1968, ce sont environ 10 millions de personnes qui arrêtent le travail. Donc comme vous l'indiquez, ce sont des personnes qui viennent d'horizons socio-professionnels extrêmement divers. Ce qui était passionnant en particulier, c'était de
d'étudier les liens qui se sont noués entre le monde ouvrier, le monde paysan et le monde étudiant, avec beaucoup de solidarité, de pratiques de collecte pour soutenir les grévistes et leurs familles. Ce qui est aussi vraiment passionnant, c'est de voir qu'elle suspend le temps et qu'il y a vraiment le sentiment d'un temps extraordinaire au sens strict, c'est-à-dire où on a enfin le temps de faire autre chose que travailler. 1968, c'est le moment où s'invente le slogan « métro, boulot, dodo », et tout à coup, eh bien, on reprend le temps, on reprend l'espace aussi, puisqu'il y a beaucoup d'occupations d'usines, de gares, de bureaux, de théâtres, de lycées, d'universités. Donc on occupe les lieux, et en occupant les lieux, on se réapproprie en quelque sorte et l'espace et le temps. Le philosophe Henri Lefebvre, qui enseignait à Nanterre à cette époque, avait cette expression « le temps ravivé scintille ». Le temps ravivé scintille, c'est-à-dire que tout à coup, d'abord, on a en effet conscience de participer à un événement historique, et puis on a le sentiment d'un temps plus dense, d'un temps intense, d'une qualité très, très différente, où on se met à se parler, à réfléchir, à prendre le temps justement d'imaginer ce que pourrait être une vie différente, des conditions de travail aussi différentes, etc. Alors, vous insistez beaucoup aussi sur la place de l'internationalisme, et puis des conséquences aussi de la guerre d'Algérie, mais sur l'internationalisme, le Vietnam notamment. Mais est-ce que cet impact des questions internationales, est-ce que ça a le même poids chez les ouvriers que chez les étudiants, par exemple ? Non, alors c'est vrai que l'internationalisme à cette époque, c'est vraiment une boussole pour bien des personnes, c'est pas seulement un contexte, voilà, une matrice, mais c'est vraiment une manière de se déterminer, savoir qu'il y a des processus insurrectionnels, voire révolutionnaires. C'est le cas évidemment dans la Chine de 1949 et ce qu'on appelle à l'époque, dans les années 66-67, la révolution culturelle, dont on ne mesure pas encore la dimension meurtrière, ce qui se passe à Cuba, toutes les insurrections et les révolutions qui mènent aux indépendances décoloniales. En Algérie, on parle bel et bien de révolution algérienne pour évoquer la guerre d'indépendance algérienne. Donc toute cette dimension-là qui fait basculer un peu le rapport sud-nord, puisque c'est vraiment du sud que viennent ces mouvements d'émancipation. La tricontinentale, évidemment la figure de Che Guevara, ce sont autant d'éléments qui sont fondamentaux dans l'espoir qu'ils suscitent et dans l'idée que le monde peut véritablement changer. Mais vous avez raison aussi d'indiquer que les étudiants finalement sont plus sensibles à cette dimension internationale. C'est presque un paradoxe parce que dans le mouvement ouvrier, le Parti communiste en particulier a été vraiment longtemps justement tourné vers un internationalisme, y compris très organisé. Bon, il y a eu un basculement à compter de 1934-1936, et donc, voilà, à partir de ce moment, la dimension internationaliste a été moins marquante dans le Parti communiste. Il y avait quand même cette idée de produisons français, toute la question de la nation avait été reposée dans le parti. Et donc c'est vrai que dans le mouvement ouvrier, on est moins sensibilisé, même s'il ne s'agit pas de dire qu'on ne l'est pas, à ces questions internationales. Bon, la guerre du Vietnam est absolument fondamentale malgré tout dans les engagements. Il faut se rappeler que la première grande manifestation de 1968, c'est celle de février 1968 à Berlin-Ouest, où en fait des dizaines de milliers de jeunes en particulier viennent de partout en Europe pour dire leur opposition à la guerre du Vietnam, et plus précisément à l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam. Et ça va avoir un impact considérable, puisque c'est aussi le début du mouvement. Souvent, on se dit « Ah oui, Nanterre, les résidences universitaires non mixtes, c'est ce que les étudiants et étudiantes veulent mettre en cause. » Mais on oublie souvent que l'élément déclencheur, c'est bel et bien l'opposition à l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam, et en particulier à Nanterre, puisque le 22 mars, ça se déroule le lendemain, justement, d'une action contre l'American Express, et donc le symbole, en quelque sorte, des États-Unis interventionnistes. Alors, vous avez tenu à tenir uniquement une année dans vos mains d'historienne. Pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir choisi, finalement, de limiter ? Parce que 68... les grèves, les grandes grèves de Lippe, du Larzac, etc., c'est après. Bien sûr. Disons, on peut dire que 68 dure jusqu'en 78, par Absolument. exemple, ce que Jacques Rancière appelait les lauriers de mai. Mais vous êtes tenu à une période très courte.
Oui, alors à la fois parce que les années 1968, qui sont devenues quasiment un concept du point de vue de l'histoire, ont déjà été très étudiées. Moi-même, j'ai aussi participé à essayer d'éclairer justement ce qui suit 1968 dans d'autres travaux. Mais ce qui m'a intéressée surtout là dans ce livre, c'est à la fois de comprendre, on en parlait tout à l'heure, la matrice, la structure, ce qui a expliqué le surgissement de 1968, mais surtout ce qui m'intéressait, c'est d'étudier de manière assez dense, précise, avec le foisonnement des archives, ce moment qui, finalement et paradoxalement, est mal connu, parce que souvent, on a des clichés, des stéréotypes sur cet événement, on parle beaucoup de lieux symboliques, qui évidemment sont très importants, mais le quartier latin, Nanterre, et ça vient un peu écraser l'extrême intensité et l'extrême complexité de cet événement. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller un peu partout dans le pays pour comprendre ce qui se passait, aussi bien à Bar-le-Duc, qu'à Perpignan, qu'à Lyon, qu'en Bretagne, voilà, à Quimper, à Guéret, oui, parce qu'en fait, dans la Creuse aussi, voilà, les événements sont puissants parce que partout, il se passe quelque chose. Partout, il y a des occupations d'entreprises, entre autres. Je me souviens en particulier dans la Meuse avoir découvert des archives du préfet de la Meuse qui n'en revient pas parce que il dit, mais mon département, d'habitude si conservateur, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc il y a aussi une surprise de la part des autorités. Et ça m'intéressait aussi, bien sûr, de porter le regard historique sur les différents protagonistes, et pas seulement les 10 millions de personnes qui entrent dans ce mouvement de grève, mais aussi ce qui se passe de l'autre côté, en quelque sorte, de la barricade ou des piquets de grève, c'est-à-dire du côté du pouvoir, aussi bien de l'Élysée, du gouvernement lui-même, que des pouvoirs préfectoraux, et donc les archives préfectorales sont extrêmement passionnantes, aussi bien avec les renseignements généraux que les préfets et sous-préfets eux-mêmes et la manière dont ils gèrent la situation. Et puis tout simplement aussi toute cette partie de la population qui voit dans cet événement soit la chienlit selon De Gaulle, soit vraiment un risque, un danger de guerre civile, etc. Et qui à leur tour, pour certaines et certains, vont manifester en faveur du pouvoir, du retour à l'ordre, du maintien de l'ordre en quelque sorte. Et donc pour ça, il fallait se focaliser sur ce moment et essayer de comprendre toutes ces facettes qu'on pourrait déplier un peu comme un origami comme ça dans toutes ces dimensions. Vous parliez de mosaïque tout à l'heure. Alors, vous insistez sur le fait que le féminisme n'était pas véritablement encore à l'ordre du jour durant les événements de mai à proprement parler. Il y a quelque chose qui m'a intrigué toutefois. La mixité, elle est apparue après les événements de 68. Donc, il faut imaginer ce que c'était un monde où les jeunes gens étaient séparés de par leur sexe, avec les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Bien sûr. Je le rappelle un peu quand même dans le livre, je vais faire une espèce d'autodéfense. Je rappelle ce qu'était notamment la condition féminine, comme on l'a dit plus tard, mais y compris pour les jeunes filles dans les établissements scolaires non mixtes. Alors, dans un précédent travail, comme j'avais travaillé sur la jeunesse de la période précédente, en fait, des années 50 et 60, j'avais pu montrer assez précisément la progression très très lente de la mixité dans les établissements scolaires. Dans certains établissements, en effet, la mixité était arrivée, mais plutôt contrainte et forcée par le manque de moyens matériels. Mais vous avez raison de souligner que de manière très générale, c'est la non-mixité qui règne, avec des règlements intérieurs dans les établissements scolaires, en particulier les lycées, qui sont très très stricts, et tout particulièrement pour les jeunes filles. Donc c'est sûr que 1968 a été un bouleversement qu'on pourrait nommer anthropologique, parce que ça a changé radicalement les rapports humains, et en particulier les rapports femmes-hommes. Mais ce qui est très impressionnant, c'est ce vaste paradoxe finalement de 1968, où les personnes qui se mobilisent le font pour des raisons diverses, mais notamment au nom d'idéaux justement d'émancipation, de rejet des dominations, de rejet des pouvoirs quels qu'ils soient. Et il y a une forme de domination qui est très peu interrogée, c'est la domination masculine. Et le fait que ça ne pose de problème à personne, sinon à certaines femmes qui justement en prennent conscience, que par exemple tous les leaders soient des hommes, qu'ils s'emparent des tribunes, qu'ils s'emparent des mégaphones, qu'ils s'emparent des micros, sans se poser la moindre question à ce sujet. C'est-à-dire c'est pas encore une question politique, au sens où elle rentre dans le champ
public d'une interrogation qui ferait sortir cet enjeu-là de la stricte sphère privée ou domestique. Et donc, c'est un paradoxe qui s'explique aussi, bien sûr, par des décennies, voire des siècles de relations de genre de ce type. Et en même temps, les femmes aussi peuvent intérioriser ces complexes d'infériorité, se dire que c'est normal que le syndicaliste ou que tel leader prenne la parole et non pas elle. Et donc cette intériorisation aussi de cette supposée illégitimité est également interrogée par ces femmes. Et il va falloir du temps, en fait, au-delà de l'événement, après 68, pour que un grand nombre d'entre elles se disent « mais non, en fait, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond », justement, surtout quand on prône l'émancipation des rapports humains. Il faudra du temps et effectivement, plus tard, lorsqu'il y aura la grève de l'IP à Besançon et que Monique Piton écrira « C'est possible », ce qui avait frappé à l'époque, effectivement, c'est le nombre de divorces très, 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 très élevé suite à ces grèves. Et la fille de Monique Piton s'est d'ailleurs exprimée dans un texte quelques années, enfin beaucoup plus tard, pour justement expliquer les conséquences, enfin disons, que cela a eu pour sa propre famille. Je voudrais raccorder cela avec l'image de Chris Marker, là où on a un couple qui est devant nous, avec un homme qui est tout à fait conscient, disons, des difficultés quotidiennes, disons, de sa femme, qui doit assumer la nourriture, les enfants, etc., et qui dit « ça ne peut pas durer ». Donc on a là une boucle très, très, très intéressante, presque rétroactive. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, vous parliez de Monique Piton, mais elle-même a soulevé lors de la grève de l'IP et dans le prolongement justement de ce mouvement de prise de conscience féministe, a soulevé le problème qui continuait de se poser à l'IP même pendant la grève. Et je me souviens qu'elle a eu cette comparaison très provocante, très provocatrice, qui visait à, justement par le choc de cette métaphore, à alimenter et nourrir cette prise de conscience. Elle disait, mais pour vous faire comprendre la situation des femmes, y compris dans la lutte de l'IP, je vais remplacer le mot femme par le mot arabe et le mot homme par le mot blanc. Et donc c'était, dans la lutte, les blancs rédigent les tracts, font les élaborations théoriques, stratégiques, etc., pendant que les arabes vont taper justement les tracts en question, vont faire les courses pour nourrir les grévistes, etc. Et c'était très intéressant, évidemment, ce rapprochement, parce que c'était une manière aussi de mêler le combat féministe et le combat antiraciste. Et on sait ô combien qu'à cette époque, tous deux étaient nécessaires. Comment vous expliquez, disons en tant qu'historienne, là, puisque vous avez véritablement travaillé de fond en comble sur cette époque, que cette belle tradition justement du documentaire sur des grèves, vous voyez les abattoirs, aujourd'hui on en parle, mais il n'y a pas véritablement de grands films qui sortent sur cette question. Pourquoi, en quelque sorte, cette tradition est partie dans la nature ? Je pense que ça s'explique par une longue tendance d'invisibilisation du monde ouvrier, du monde du travail en général et du monde ouvrier en particulier. Alors, même si le cinéma, notamment par des œuvres de fiction, je dirais presque paradoxalement, à partir du milieu des années 90, de la reprise d'un certain nombre de grèves, se sont mis à s'intéresser à nouveau donc, au monde ouvrier, mais c'est vrai qu'il y a eu un long silence quand même qui a contribué à... Voilà, qui s'est étendu aussi dans le monde culturel. Pendant les années 80 et 90, en gros, on nous disait que il y avait plus de classe ouvrière, en fait. Et le monde ouvrier a complètement disparu des radars, en quelque sorte. On a parlé de moyennisation de la population, etc. Donc, alors que c'est évidemment faux. C'est la population active. Dans la population active, le monde ouvrier, c'est toujours environ 20%. Voilà, et puis que d'ailleurs, le travail à la chaîne, j'avais pu le montrer dans un autre livre, le travail à la chaîne, en fait, s'est étendu, contrairement à ce qu'on imagine. Parce qu'il s'est étendu à d'autres secteurs du monde du travail, que ce soit évidemment la grande distribution, les centres d'appel, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même un renversement de tendance.
sens, aussi bien en matière cinématographique, télévisuelle, que aussi en matière de littérature. La littérature très contemporaine reprend un peu à bras-le-corps justement ces enjeux sociaux et cette attention pour un monde ouvrier qui a été, encore une fois, trop longtemps mis sous le boisseau, mis sous le couvercle d'une société supposément entièrement composée ou presque des classes moyennes. Vous parlez d'expérience sensible du politique. Est-ce que vous pensez que cette expérience s'est particulièrement concrétisée en 68 et vous semblez appartenir, disons, à une génération, en tout cas, ou à un groupe d'historiennes et d'historiens qui accordent beaucoup d'importance à cette question de la sensibilité, de l'émotion, en tant qu'elle n'est pas opposée à la raison, pour essayer de comprendre les processus historiques. Est-ce qu'il y a là, disons, un peu un signe de votre appartenance à ces courants historiques au sens large ? Oui, et je pense que ça dépasse d'ailleurs l'histoire, hein, ça concerne l'ensemble des sciences humaines et sociales, l'anthropologie aussi, et c'est ce que nous apprennent les neurosciences. Enfin, je pense qu'il y a eu un tournant aussi qu'on pourrait nommer épistémologique, un tournant scientifique dans la manière d'appréhender les émotions, parce qu'une partie des neurosciences nous explique qu'il y a une intelligence émotionnelle, que contrairement à ce qu'on pense depuis Zénon et Platon, mais en Occident en fait, parce que c'est une séparation qui est très occidentale. Il y a d'un côté l'émotion et de l'autre la raison. Et donc, et encore une fois, c'est très occidental, cette approche-là. Et donc, montrer que la chose politique est pétrie d'affects qui ne sont pas du tout opposés à l'intelligence ou à la raison, à la rationalité, mais que ce qui nous meut, hein, le mot émotion vient de la même racine que mouvoir, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous fait nous engager. Ce sont aussi des émotions, des joies, des indignations, des colères, voire des détestations, hein, parfois même des haines, mais en tout cas, oui, c'est une dimension qui est tout à fait importante, et en 68, elle s'exprime tout particulièrement parce qu'il y a d'immenses espoirs. La couverture du livre, justement, que j'ai choisi, ce sont des femmes de tous âges, des femmes et des hommes, mais qui témoignent justement de ce que Bourdieu appelait le rire de mai, hein, le rire de mai, parce qu'il y a une joie profonde à sentir que tout à coup, on reprend son destin en main, ses affaires en main, qu'on a pris sur son existence et qu'on a pris sur l'histoire et qu'on fait l'histoire. Et donc ce sentiment d'histoire aussi est très porteur d'émotions joyeuses, voilà, hein, de passions joyeuses, comme pouvait le dire Spinoza. Et donc on relie Spinoza aussi dans les sciences sociales au prisme précisément de cette dimension politique des affects. Comment vous percevez, justement, en tant qu'historienne, le fait que le général de Gaulle ait accompagné la modernisation, disons, de la France, à mon avis, de façon parfois contre lui-même. En tout cas, quand on lit attentivement les mémoires d'espoir, on voit que la modernisation, il le fait, mais c'est pas vraiment son truc, comme on dirait vulgairement aujourd'hui. Et néanmoins, c'est ça qui va payer, en un certain sens, et c'est ça qui va faire qu'en 69, il va quitter le pouvoir. Alors là, disons, toute subjectivité et objectivité, comment, vous en parlez bien d'ailleurs, c'est assez équilibré dans votre livre, comment vous voyez là cet héritage du général de Gaulle au regard de 40 et de 68 ? C'est vrai que de Gaulle réagit, je vais dire, doublement. Il y a une tension, forcément. Sa réaction est d'abord à l'incompréhension, à la stupeur, mais ça, c'est très largement partagé. Donc, comme si il était un mécontemporain, voilà, comme s'il n'était plus tout à fait contemporain de son temps, comme si, voilà, il y avait cette espèce de discordance des temps qui s'exprimait là, parce que, comme vous le rappelez, toute sa tradition, la tradition de sa culture, sa tradition historique est quand même très, très éloignée des protagonistes de mai et de juin. Et en même temps, il a une subtilité incroyable dans la façon de sentir l'air du temps, et en particulier tout ce qui concerne l'autogestion. Et donc, il ressort de ses propres cartons, tels qu'ils existaient pendant la Seconde Guerre mondiale, la question de la participation. Absolument. Et ça fait partie, oui, de ce que vous nommez la modernisation, c'est-à-dire, mais vous souhaitez avoir davantage de prise sur votre travail, mais voilà, l'intéressement, la participation, ce qu'on a pu aussi appeler la cogestion, et c'est ce que plus tard on appellera le nouvel esprit du capitalisme, c'est-à-dire cette façon finalement
de prendre à son compte des aspirations justement où l'individu aurait davantage de prise, encore une fois, sur les décisions qui concernent sa vie, son existence, son travail, et le faire dans la perspective de l'entreprise quand même. Donc c'est, mais plus vous travaillerez dans un esprit d'entreprise, plus vous serez récompensé. Donc c'est quelque chose qui est justement désormais très spécifique au néolibéralisme, être entrepreneur de soi-même, être auto-entrepreneur, etc. Mais c'est quelque chose que le général de Gaulle saisit bien, peut-être même à la différence de son Premier ministre Georges Pompidou. Il y a quand même aussi un clivage à cet égard, et le plus moderne des deux n'est pas forcément celui qu'on croit. Et Georges Pompidou, lui, est assez réticent à l'égard de cette idée de participation, etc. Bon, et celles et ceux qui se réclament de l'autogestion ne sont pas dupes. Pour autant, on dit « oh là là », mais ça, c'est vraiment un piège, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut. C'est pas qu'on nous demande d'être encore davantage au service de l'entreprise que l'on souhaite avec l'autogestion. Mais De Gaulle saisit la modernité de l'époque aussi à travers cette proposition.